Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Le phénomène des étudiants qui ne le sont pas vraiment, ces jeunes qui s'inscrivent en fac juste pour être boursiers de l'État. Coup de projecteur sur une réalité à l'heure où le Sénat aborde le texte sur l'enseignement supérieur. Sachez que le sénateur Jacques Legendre sera là tout à l'heure. Il viendra nous dire si les notes du bac sont parfois sujettes à caution après la polémique dans l'académie de Tours-Orléans. Alors que le débat sur la pénalisation des clients est relancé, le Sénat déclenche une enquête sur la situation sociale des prostituées, leur santé physique et psychique. Chantal Joanneau sera là pour nous en parler tout à l'heure. Alors que la justice est saisie d'affaires retentissantes qui font la une de l'actualité, faut-il donner aux magistrats qui estiment leur indépendance menacée de nouveaux moyens de résistance? C'est une idée qui a été adoptée par la Commission des lois. Face à face dans le 19h ce soir, le socialiste Jean-Pierre Michel, rapporteur de la réforme si âprement débattue du Conseil supérieur de la magistrature, et le centriste François Zocchetto. On sait que les voix centristes sont indispensables à l'adoption de ce texte. Les orages mobilisent le gouvernement. Manuel Valls et Delphine Batho se sont rendus aujourd'hui à Lourdes pour témoigner de la solidarité envers les sinistrés. Le ministre de l'Intérieur a confirmé la mort d'un deuxième septuagénaire emporté par un torrent en crue dans les Hautes-Pyrénées. Et la ministre de l'Écologie s'est interrogée sur les leçons à tirer de cette nouvelle catastrophe en matière de prévision. Jean-Marc Ayrault tiendra prochainement, à la demande du chef de l'État, une réunion sur les réparations à entreprendre après les inondations. En plein débat sur la transparence de la vie politique, 10 députés réclament l'abolition de leurs privilèges. C'est leur mot: retraite, indemnité, conflit d'intérêts. Des socialistes, un écologiste et des UMP de la nouvelle génération se retrouvent donc autour d'un appel d'élus en colère publié cette semaine par le Nouvel Observateur. A-t-il déjà un écho au Sénat? C'est ce qu'a voulu savoir Julie Hulin. Ils sont 10 députés et ils sont en colère. Leur volonté, abolir leurs privilèges. 5 socialistes, 3 UMP, 2 écologistes. Ils ne se connaissent pas tous, mais ont choisi de signer une tribune commune avec 10 propositions, parmi lesquelles la suppression du régime spécial des retraites, l'interdiction de l'accès au lobby ou encore la publication de la réserve parlementaire. Une réflexion qui trouve un écho auprès de certains sénateurs. Les vrais sujets sont autour des questions de transparence, et il y a des propositions qui sont faites auxquelles j'adhère totalement et que je porte moi-même depuis très longtemps au Sénat. Celles qui concernent la transparence de l'utilisation de la réserve parlementaire. Combien chaque parlementaire a-t-il de réserve parlementaire? Qu'en fait-il? Je ne pense pas qu'il en fasse un usage détourné. Mais ce serait mieux pour tous qu'on sache comment cet argent public est attribué. Pour d'autres, en revanche, le statut du parlementaire doit à tout prix être protégé pour préserver sa compétence. Cette tribune ne pointerait pas du doigt les vrais problèmes. Moi, je trouve que les leçons de morale données par les uns et par les autres, certains jeunes députés, et vous remarquerez qu'il y a peu de députés quand même qui ont un peu d'ancienneté dans cette liste. C'est très bien tout ça, c'est gentil, le cumul des mandats, on aborde tout, mais ce n'est pas les questions qui tiennent à la déontologie et à l'éthique que doivent suivre les parlementaires. C'est d'autres sujets. On mélange tout. Les 10 propositions des députés devraient en tout cas alimenter les débats en cours du Parlement autour de la loi de moralisation de la vie politique. L'image du jour, c'est Barack Obama à Berlin, 50 ans après le Ich bin ein Berliner lancé par John Kennedy. Le président américain a prononcé un discours porte de Brandebourg appelant à un désarmement nucléaire, une demande aussitôt accueillie froidement par Moscou. Barack Obama avait quitté Vladimir Poutine sur un autre désaccord au sujet de la Syrie, au sommet du G8. En Irlande du Nord, les grandes puissances s'étaient au moins mises d'accord sur la lutte contre le fléau des paradis fiscaux. En France, la fraude représenterait entre 60 et 80 milliards d'euros. Autant de manques à gagner donc chaque année pour l'État. Alors que le durcissement des sanctions pénales est en discussion, le gouvernement invite les fraudeurs à régulariser leur situation au plus vite. Sandra Cerquera. Sont-ils 5 000 ou 10 000? Impossible de savoir précisément combien d'évadés fiscaux sont aujourd'hui tentés par le retour en France et à la légalité. Le gouvernement affirme qu'ils seraient de plus en plus nombreux. Les avocats fiscalistes parlent même de panique chez leurs clients. La raison de ce changement, un projet de loi qui prévoit des sanctions plus lourdes, un maximum de 7 ans de prison contre 5 actuellement. Le gouvernement réfléchirait même à un mécanisme de régularisation des exilés fiscaux. Qu'il n'y aura pas de cellule de régularisation opaque
qui permettrait dans des conditions dérogatoires du droit commun à des exilés fiscaux d'obtenir une espèce de bonus à la fraude. Nous pouvons espérer émettre entre 2 milliards et 2,5 milliards de droits et pénalités à recouvrer à destination de ces fraudeurs. Pour accueillir les exilés fiscaux, la droite avait créé une cellule de régularisation pour discuter avec les intéressés des conditions de leur retour et payer, si c'était le cas, leurs droits, les intérêts de retard et une pénalité. Ce n'est pas le choix du gouvernement. Il dénonçait à l'époque des arrangements et refuse aujourd'hui toute procédure s'apparentant à une amnistie fiscale. Alors pour mieux inciter les évadés fiscaux au retour, le gouvernement garantit l'absence de poursuites judiciaires ou pénales à tous ceux qui accepteront de revenir et de payer la totalité des impôts et pénalités avant le vote de la loi, sans doute fin juillet. Polémique sur la notation de l'oral de français au bac, une épreuve qui avait lieu aujourd'hui même. Un syndicat affirme que la bienveillance est réclamée aux correcteurs de l'Académie d'Orléans-Tours, dont les résultats sont moins bons que la moyenne nationale. L'Académie dément vigoureusement aujourd'hui l'invitation à surnoter les élèves sur 24 points au lieu de 20. Et avec nous, Jacques Legendre, sénateur UMP, bonsoir, et auteur d'un rapport sur le bac en 2008. Alors, le tripatouillage, est-ce que ça peut être une réalité en coulisses de l'épreuve? Écoutez, je crois qu'il est légitime que tout jury de baccalauréat réfléchissent à harmoniser les notes parce que certains correcteurs peuvent être plus sévères que d'autres et que donc il ne faut pas non plus que pour les élèves ce soit une loterie en fonction du correcteur. De là à parler de tripatouillage, c'est tout à fait autre chose. Je ne sais pas du tout ce qui a pu se passer à Orléans-Tours, on l'a évoqué aujourd'hui. L'harmonisation, oui, pour éviter toute suspicion. Parce que ce n'est pas la première année où il y a des suspicions. J'avais proposé dans mon rapport que le jury du baccalauréat publie un rapport sur la façon dont s'était passé le baccalauréat et qu'il indique en particulier toutes les instructions écrites qui ont pu être formulées au correcteur. Alors il y a des instructions écrites qui sont assez alambiquées, puisque l'Académie d'Orléans-Tours reconnaît qu'il faut, selon les compétences, les sur- ou les sous-pondérer. Et donc il y a cette idée d'un barème sur 24 et non pas 20. Là, les profs, ils n'ont pas rêvé s'ils en parlent. Écoutez, ça me paraît un petit peu étrange. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. L'harmonisation, oui, elle est toujours un petit peu délicate parce qu'elle remet en cause la liberté de notation de chaque examinateur, mais elle fausse la donne quand même. Elle est nécessaire. Elle fausse le jugement sur les compétences. Ce qui serait une faute, à mon avis. Et puis il y a une inégalité entre les académies. Ce qui serait une faute, c'est que l'on veuille, à travers certaines procédures, faire en sorte que l'on ait de meilleurs résultats statistiques. Le baccalauréat, c'est pas là pour présenter de bonnes statistiques, c'est là pour juger la qualité des élèves. Est-ce qu'ils ont atteint le niveau ou est-ce qu'ils ne l'ont pas atteint dans une manière ou une autre? Donc la tentation, on ne sait pas, de certains rectorats serait effectivement de réévaluer leurs propres statistiques. On se compare toujours évidemment à la moyenne nationale. Est-ce que l'un des enjeux, justement, ça n'est pas d'éviter trop de redoublement, donc trop de recalés au bac, parce qu'on sait que si les élèves redoublent, ça coûte plus cher. Écoutez, je pense que le redoublement, il faut dans toute la mesure du possible l'éviter, mais pas au point de recevoir et d'interdire de redoublement des gens qui n'auraient absolument pas le niveau requis. Donc, je le répète, harmonisation, oui, mais sur des règles précises, communiquer y compris aux élèves et à leurs familles, et ne jamais travailler pour la statistique. Ce n'est pas l'objectif du baccalauréat. Jacques Legendre, merci. Le Sénat examine à partir d'aujourd'hui, il a commencé la réforme Fioraso sur l'enseignement supérieur. Pas moins de 161 amendements ont été déposés et manifestement la réforme est mal partie en raison du rejet notamment des communistes, qui déjà annoncent qu'ils voteront contre, alors que les opposants à cette réforme dénonce un manque de moyens et une précarité d'une partie des enseignants. Coup de projecteur sur le statut envié d'étudiants en période de crise. En effet, ils seraient de plus en plus nombreux à demander ce statut, notamment pour obtenir une bourse. Enquête de Louis Sibyl. Fini les cours, c'est l'heure des partiels et des angoisses de la copie blanche. Pourtant, quelques-uns s'en moquent certainement, ce sont les étudiants fantômes. Ils ne sont inscrits à l'université que pour toucher une bourse.
Un phénomène difficile à quantifier, comme en témoigne ce président d'université. Je dirais que c'est une petite partie, parce qu'on ne les voit que dans les premières années d'études, par définition, puisqu'en général, comme ils ne viennent pas, ils ne passent pas de diplôme, donc ils sont circonscrits dans les premières années. J'aurais tendance à dire que sur l'ensemble des 35 000 étudiants de l'université en inscription principale, c'est quelque chose comme 2 ou 3%, mais pas plus. En 2011, sur les 2 300 000 étudiants en France, il y avait environ 650 000 boursiers, soit 36%. Alors combien de fraudeurs? Le Crous donne un indicateur. Chaque année, un étudiant sur 10 se voit retirer sa bourse. Car pour pouvoir toucher de l'argent de l'État, il faut remplir quelques conditions. Être présent aux travaux dirigés, ainsi qu'aux examens. Des conditions bien maigres pour le syndicat étudiant de droite, l'UNI. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un vrai contrôle, un contrôle un petit peu plus lourd, où il y ait par exemple un minimum de moyenne à avoir, par exemple entre 0 et 6, pour inciter les gens à étudier. En 2011, les aides financières en faveur des boursiers se sont élevées à 6 millions d'euros. Faire diminuer le nombre de fraudeurs est un enjeu économique important, mais pour l'instant, les universités manquent de solutions. La prostitution que la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, aimerait abolir fait l'objet d'une enquête du Sénat. Une série d'auditions a commencé aujourd'hui sur la situation sociale des prostituées, sans rapport avec le précédent sujet. Une attention particulière sera portée aux étudiantes qui n'ont parfois pas d'autres moyens de payer leurs études. On va en parler dans un instant avec notre invitée Chantal Joanneau. Ces auditions se passent sous votre égide, Madame la sénatrice. Mais d'abord ce reportage de Nathalie Guillouard. Aucun chiffre, aucune étude sur la prostitution étudiante en France. Le phénomène reste flou, un vrai problème pour les associations de prévention. À l'Amicale d'Uni, on s'appuie sur ses propres statistiques. En 2012, l'association a rencontré au cours de ses maraudes plus de 4000 prostituées dans la rue. 20% avaient moins de 25 ans. Si toutes n'étaient pas étudiantes, ce chiffre traduit aussi une précarité de plus en plus grande de cette population. Une étudiante qui pense arrondir un petit peu ses fins de mois et que c'est très provisoire, très souvent elle se trouve dans un engrenage, qu'elle coupe toutes ses relations, tous ses liens avec ses amis et avec la famille, et en général ça aboutit à un décrochage des études et à une situation de grande difficulté. Morgane, la porte-parole du STRAS, le syndicat des travailleurs du sexe, a commencé à se prostituer à l'âge de 23 ans pendant ses études de lettres. Mais pour elle, le problème n'est pas la prostitution, mais bien la précarité. C'est la précarité qui est subie quand on est étudiant. Maintenant, pour faire face à cette précarité, il y a des personnes qui vont bosser à McDo, il y a des personnes qui distribuent les journaux gratuits, et il y a des personnes qui vont faire escorte, etc. Ce qui m'énerve, c'est de vouloir toujours mettre la prostitution à part, comme si les causes de la prostitution étaient différentes des causes des autres métiers qu'on ne choisit pas. Sur les campus, la prostitution reste évidemment tabou. Un casse-tête pour les syndicats étudiants auditionnés aujourd'hui au Sénat. Ils restent pour le moment désarmés face à cette situation. Avec nous donc Chantal Joanneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénatrice centriste de Paris et donc impliquée dans ce rapport qui est préparé depuis 4 mois maintenant par la Commission des affaires sociales. Que cherchez-vous à apprendre sur le phénomène de la prostitution aujourd'hui ? Je suis avec Jean-Pierre Godefroy qui est co-rapporteur. Notre cible, c'est vraiment la situation sanitaire et sociale de ces personnes, parce qu'il y a plusieurs formes de prostitution. Et on n'est pas éloigné du débat sur, évidemment, réglementation ou prohibition de la prostitution. Mais pour autant, là où on veut mettre le doigt, c'est que la volonté actuelle de ne pas regarder le phénomène. Voilà, parce qu'on ne veut pas voir le phénomène. Le but de la plupart des lois, c'est d'éviter de regarder le phénomène et plutôt de jeter un regard réprobateur sur ces personnes. Que cette situation crée des problèmes sanitaires et sociaux qui ne concernent pas que les personnes prostituées, qui concernent aussi toute la société. Et que nous qui donnons des leçons de droits de l'homme à travers le monde, on ferait bien de regarder ce qui se passe chez nous. Et ces femmes, ces hommes vous inspirent d'abord le respect. Quel est le sentiment? Vous dites qu'on pose un regard réprobateur vous-même. Oui, ces femmes et ces hommes, c'est à 80% des personnes qui sont d'origine étrangère, c'est à plus de 80% des personnes qui sont victimes de réseaux de traite, d'une violence totalement inouïe.
inimaginable. C'est même difficile de faire ces auditions parce que la réalité de la situation est quand même assez inimaginable. Et s'il y a bien encore quelques personnes prostituées dites traditionnelles ou quelques-unes qui se disent escort girl, la réalité en général c'est quand même d'une très grande violence. Donc il y a des personnes vulnérables qui effectivement subissent une précarité économique, se disent, parce que aussi la presse a beaucoup banalisé par l'hypersexualisation l'acte, se disent c'est temporaire. La réalité, c'est que très vite, elle tombe sous la coupe de réseau. Vous vous inscrivez sur Internet, le réseau vous repère et vous dit on va vous aider pour éviter que vous soyez victime d'autres personnes. Et en réalité, très vite, vous tombez dans des réseaux. Donc c'est quand même une réalité d'une très grande violence. Vous vous intéressez à la situation sociale des prostituées. Est-ce que vous diriez qu'elles jouent un rôle social ? Non, on se dédouane en disant qu'il ou elle joue un rôle social. Elles sont victimes d'une situation sociale. Dire qu'elles répondent à un besoin physique, tous les experts vous diront que c'est faux et que non, ça, malheureusement, ça n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Il y a des personnes qui sont d'une très grande dignité dans la prostitution. Les personnes qui sont dites prostituées traditionnelles sont d'une très grande dignité. Mais elles se retrouvent à 67, 70 ans, toujours coincées dans cette situation parce qu'elles n'ont pas d'autres moyens d'en sortir. Mais justement, vous réclamez une sorte de reconnaissance officielle des prostituées puisque vous vous intéressez à leur assurance vieillesse, à leur couverture maladie, même je veux qu'on inverse le regard sur les personnes prostituées. Aussi, aujourd'hui, on considère qu'il y a de la prostitution parce qu'il y a des personnes prostituées et que ce sont elles les coupables. Elles sont dans 80% des cas des victimes de cette situation. Donc ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de leur donner les moyens effectivement d'être reconnus comme victimes, mais vraiment dans la très grande majorité des cas. Et que la société leur tende la main pour les sortir de là. Leur tende la main pour les sortir de là. Il y a des textes qui existent, il y a des ordonnances qui ont été prises en 1960 qui sont toujours pas appliquées. Le vrai débat, il est là. Et la situation actuelle où on dit, la prostitution c'est toléré, mais le racolage c'est interdit, les proxénètes sont interdits, font que les premières victimes sont ces personnes prostituées. Enfin, c'est vraiment d'une violence inouïe, cette situation. Que diriez-vous sur le bilan de la précédente majorité qui avait pris des mesures assez draconiennes concernant le racolage? La loi de 2003, je le dis d'autant plus volontairement que j'ai écrit les discours sur la loi de 2003 et notamment sur le délit de racolage actif et passif. Là, vous étiez auprès de Nicolas Sarkozy à l'époque, au ministère de l'Intérieur. Et qui partait vraiment d'une très bonne intention parce qu'en parallèle de cette loi, on accordait des droits à ces personnes prostituées si elles dénonçaient leurs proxénètes. La réalité, c'est que en fait, ça a obligé ces personnes à se cacher encore plus et elles sont encore plus tombées dans les mains des réseaux qui leur ont dit nous, on va vous protéger. Vous faites une sorte d'autocritique. Ah oui, mais il faut bien faire une autocritique. Par contre, les dispositions qui consistaient à leur accorder une protection, c'était très bonne disposition. J'évoquais vous-même d'ailleurs également la volonté de la ministre Vallaud-Belkacem d'abolir la prostitution. À vous écouter, on dit que vous poursuivez le même objectif. Est-ce que c'est possible ? C'est possible. Abolir la prostitution, c'est qu'est-ce que nous acceptons ou pas dans notre pays. On me dit, mais ça existera toujours. Oui, d'accord, mais la pédophilie, ça existera et ça existe depuis longtemps et ça existera toujours. Est-ce qu'on l'accepte ou non? Est-ce qu'on trouve que c'est quelque chose de digne, de légitime dans une société? Vous faites le parallèle avec la pédophilie, donc vous considérez qu'il faut pénaliser les clients? Je considère qu'il faut tout faire pour effectivement sortir de la prostitution. Ce ne sera pas du jour au lendemain, parce qu'il y a une pédagogie à faire. Pendant longtemps, ça a été très bien vu de recourir à des prostituées. C'était l'acte initiatique. Mais on rappelle que c'est une activité légale, légalisée dans bien des pays européens, nos voisins, en Espagne, en Allemagne. Avec peu de pays. C'est légalisé aux Pays-Bas, en partie en Belgique, en Espagne et en partie en Allemagne. L'Espagne aujourd'hui devient un lieu de tourisme sexuel et s'en mord les doigts. Et le premier adjoint aux Pays-Bas, à Amsterdam, a dit que ça avait été une erreur nationale. Donc vous êtes sur la position abolitionniste, Chantal Joanneau, et ce rapport donc sera publié à la rentrée de septembre. Au mois de septembre. Voilà. Merci. Les auditions se poursuivent. Merci d'avoir été avec nous. Adoption en commission des lois de la réforme déjà votée par les députés du Conseil supérieur de la magistrature. Rappelons que cette instance nomme les magistrats et les sanctionne au besoin. L'indépendance du CSM est au cœur de la réforme voulue par François Hollande. En but à la difficulté, voire l'impossibilité de réunir sur son texte les 3/5 des parlementaires. Alors avant d'accueillir donc
le socialiste Jean-Pierre Michel et le centriste François Zocchetto que je vous ai présenté il y a un instant. Voyons avec Marie Brémaud les mesures clés de ce texte. C'était l'engagement numéro 53 du candidat Hollande, rendre la justice plus indépendante. L'exécutif s'attaque ainsi au Conseil supérieur de la magistrature. Le projet de loi du gouvernement vient d'être enrichi des propositions de la Commission des lois du Sénat. Concernant la composition du CSM tout d'abord, il est aujourd'hui formé de 8 personnalités et de 7 magistrats. Avec la réforme, l'égalité l'emporterait avec 8 magistrats et 8 personnalités extérieures. Le texte qui sera examiné en séance au Sénat propose de conserver le mode de désignation actuel de ces personnalités, à savoir le président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais il faudrait obtenir l'aval des 3/5 des membres des commissions des lois des deux assemblées. Les attributions du CSM seraient renforcées puisque tout magistrat pourra désormais saisir le CSM sur des questions de déontologie qui le concernent, mais également sur des questions d'indépendance. Pour le syndicat de la magistrature, la réforme est nécessaire mais insuffisante en l'état. Elle ne va pas assez loin parce que pour que les magistrats soient vraiment indépendants, il faut que ce soit un organisme indépendant qui gère la carrière des magistrats. Le gros nœud du problème, c'est quand même la carrière des magistrats. Et actuellement, elle dépend largement pour les magistrats du siège et complètement pour les magistrats du parquet du pouvoir exécutif. Une réforme qui nécessite une révision de la Constitution et là le bas blesse puisque le gouvernement est loin d'être assuré d'obtenir la majorité des 3/5 des suffrages exprimés au Congrès. Et voilà, c'est tout l'enjeu en matière d'élection et de vote autour de ce texte débattu. Je vous le disais, avec nous donc Jean-Pierre Michel, sénateur PS de la Haute-Saône et rapporteur du projet de loi. Bonsoir. Bonsoir. François Zocchetto, sénateur de la Mayenne et président du groupe centriste. Alors vous êtes réunis ici tous les deux car l'adoption de cette première réforme constitutionnelle voulue par François Hollande dépend, n'est-ce pas Jean-Pierre Michel, du vote des centristes? Il dépend très largement du vote de certains parlementaires en dehors de la majorité, puisqu'il faut les 3/5. Alors, et donc, vous ne ménagez pas vos efforts, hein? Je ne ménage pas mes efforts et je pense que le Sénat peut donner un signal positif à l'Assemblée nationale. Parce que les sénateurs de la Commission des lois, notamment, ont étudié ces sujets depuis très longtemps. Ils ont trouvé un accord entre eux. M. Zocchetto lui-même, dans un rapport en 2006, pointait la nouveauté et l'extension du travail des procureurs et que donc il en fallait des protections supplémentaires. M. Yes dans un rapport, Jean-René Desserres et moi-même dans un autre. Et donc je pense qu'au Sénat, on peut trouver une majorité plus élargie qu'à l'Assemblée. Vous nous dites, en quelque sorte, vous le dites à M. Zocchetto, s'il veut être en accord avec lui-même, fidèle à ses opinions d'il y a quelques années, ses engagements, il doit voter la réforme, M. Zocchetto. Ça, je vous laisse le dire. Je ne permettrai pas de le lui dire. Répond. Je pense que M. Zocchetto, j'en termine, a fait des objections à ce texte. Ces objections ont été pratiquement toutes reprises dans les amendements que j'ai fait adopter ce matin. La question qui se pose est de savoir si le texte du gouvernement améliore l'indépendance des magistrats. Je reste en effet assez dubitatif, d'abord parce que si on voulait une réelle indépendance des magistrats, il faudrait que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature lui-même qui fasse les propositions de nomination. Or aujourd'hui, c'est toujours la chancellerie et le gouvernement n'a pas l'intention de changer. Deuxième chose, ça concerne la nomination des procureurs. Depuis plusieurs années, et notamment à l'époque du garde des Sceaux Michel Mercier, les procureurs sont nommés sur avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. C'est une très bonne chose, c'est ce que nous souhaitions. Et donc là, le texte adapte la pratique, c'est une bonne chose, mais ça ne changera rien. Enfin, la composition du Conseil supérieur de la magistrature, que le gouvernement veut faire évoluer, en augmentant le nombre de magistrats, cette composition améliorera-t-elle l'indépendance de la magistrature? Non, je ne crois pas. D'abord, depuis 2008, nous avons un système qui fonctionne très bien de la vie générale. Alors pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Alors pourquoi? Je crois que c'est tout à fait insuffisant, notamment par rapport au statut du parquet. D'abord, la formation, les magistrats ne seront plus, ils seront paritaires. Il y aura autant de magistrats que de non-magistrats, avec des garanties qu'on a vues tout à l'heure, qu'on a exposées. Deuxièmement, inscrire dans la Constitution une pratique fluctuante. Le garde des Sceaux Michel Mercier l'a appliquée. Avant, il a fallu attendre Elisabeth Guigou et Marie-Lise Lebranchu. La période intérimaire n'a pas été terrible. Ce matin même, en commission des lois, le président Hyest a pointé des affaires, comment a-t-il dit, mauvaises, enfin lamentables, je ne sais plus. On se souvient desquelles.
le fait qu'un procureur de Nanterre, par exemple, ait été nommé contre l'avis unanime du Conseil supérieur de la magistrature. On sait ce qu'il est devenu d'ailleurs de ce procureur. Et une récente enquête a montré comment était géré son parquet à Nanterre. Donc c'est dans la Constitution. C'est-à-dire que... Vous parlez de M. Philippe Courroy. Je vais le citer. Et en fait, troisièmement, le statut disciplinaire des magistrats du parquet sera équivalent à celui du siège. C'est-à-dire que la sanction sera prononcée non pas par le garde des Sceaux. Donc tout cela correspond d'abord à une évolution des missions des membres du parquet, et deuxièmement aussi, il faut le dire, et M. Zocchetto le sait encore mieux que moi peut-être, parce que c'est un juriste distingué, aux préconisations de la Cour européenne des droits de l'homme. Et lorsque nous avons discuté de la garde à vue, M. Zocchetto a été aux avant-postes de cette réforme. En effet, les centristes ont tout ce qui concerne la nomination des membres du parquet va dans le bon sens, puisque, encore une fois, le texte propose de fixer dans la loi la pratique en vigueur depuis plusieurs années. Donc sur cet aspect des choses, nous soutenons tout à fait les efforts louables du rapporteur. Vous les soutenez, mais au final, est-ce que vous pourriez voter ce texte? Ce que nous ne souhaitons pas, c'est qu'on modifie la composition du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'un équilibre a été trouvé en 2008. Nous avons voté cette réforme constitutionnelle, qui est d'ailleurs l'une des choses les plus réussies du précédent quinquennat, donc il n'y a pas de raison de revenir là-dessus. Et le gouvernement devrait se limiter à tout ce qui concourt à améliorer l'indépendance des membres du parquet. Alors avant Jean-Pierre Michel, il y a eu hier, devant le groupe centriste, la visite de la ministre de la Justice, Madame Taubira, qui s'est déplacée en personne pour vous. Vous avez été sensible aux gestes et à ses arguments? Bien sûr. Ça fait partie du mode d'action politique de Mme Taubira que d'être très accessible, et nous nous en félicitons. Nous avons développé les objections que je viens de rappeler, et c'est vrai qu'elle ne nous a pas totalement convaincus. Pas encore totalement. Je note, Jean-Pierre Michel, que la gauche dit aujourd'hui que la justice progresse dans l'instruction de certaines affaires, comme l'affaire Tapie. C'est parce qu'elle est libre. Alors, est-ce qu'il est utile, dès lors, de prévoir des garde-fous supplémentaires, comme cette possibilité, donc, pour les magistrats, de saisir le CSM en cas de pression? Oui, je crois que ça, c'est une très bonne chose. On voit bien qu'ici ou là, des magistrats sont entravés dans leur action. Il y a un exemple récent à Bordeaux, d'une substitut, par exemple. Eh bien, ces magistrats, ils pourront saisir le CSM, qui rendra un avis, et qui pourra, je crois, impartialement, parce que la composition, on la change un tout petit peu, mais la composition, elle sera encore plus au-dessus de tout soupçon si nous avons les 3/5 positifs des commissions. Il y a peut-être des dangers de blocage, mais je pense que les commissions des lois, notamment du Sénat, les parlementaires sont en face de leurs responsabilités. Vous approuvez, M. Zocchetto, cette possibilité de recours des magistrats? Oui, ça pose pas de problème, mais visés dans leur indépendance. La véritable indépendance des magistrats résulte de comportements personnels et d'une éthique personnelle, d'une façon d'exercer la fonction. Donc il y aura toujours une question aussi de relation à la personne. Il y a des interférences parfois, M. Michel. Non, oui, je crois que tout le monde, tous les magistrats sont excellents. Je crois simplement que dans certaines périodes très critiques, on a vu que des magistrats, des personnalités excellentes avaient succombé. Et sous l'État français, tous les magistrats, sauf un ou deux, ont succombé. Vous dites tous les magistrats sont formidables. Jean-Pierre Michel, on les accuse aujourd'hui de faire de la justice au spectacle aussi à droite avec certaines affaires. Non, il faut que leur statut leur permette en toute liberté d'exercer leurs fonctions. Dernière question, est-ce que vraiment le Congrès aura lieu pour une adoption définitive? Je ne suis pas certain que ce soit une priorité par rapport aux problèmes que connaissent nos concitoyens aujourd'hui. Déplacer l'ensemble du Parlement à Versailles, ça coûte beaucoup d'argent et je crois que ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est une priorité pour les magistrats qui l'ont dit au cours des auditions que j'ai faites. Alors le débat public aura lieu le 3 juillet. Vous avez encore un peu de temps pour essayer de vous entendre. Vos efforts de persuasion n'ont pas encore complètement porté, manifestement, M. Michel. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. C'est la fin de ce journal à 22h. Sonia Mabrouk à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info. Bonsoir et à demain, 19h. On dit que pour exister, il faut tuer le père. J'ai pas le sentiment que Marine ait tué le père et qu'elle ait voulu le tuer d'ailleurs. C'est ce qui peut-être lui est reproché par un certain nombre de gens, y compris chez nous.
Elle n'a pas tué le père, il n'a pas pris sa retraite non plus. Président d'honneur du FN, Jean-Marie Le Pen sera candidat aux européennes en 2014. Il continue à faire des meetings et à donner son avis qui diverge parfois de celui de sa fille, comme il l'explique cette semaine dans Déshabillons-les. Déshabillons-les, ce soir à 23h45 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.